Bonjour, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui dans ma passion des aliments et de te révéler 3 secrets pour te débarrasser du sucre. Mais avant de te dévoiler le premier secret, je vais te raconter l'histoire de Julien. Julien est un garçon sportif et mince et a priori il est en bonne santé et a une alimentation plutôt saine. Mais il a quand même quelques problèmes. Il dort mal, il a souvent mal au ventre et il est anxieux, mais il ne comprend pas d'où ça vient. Et un jour, il a un déclic. Car son ami est hospitalisé avec d'importants maux de ventre et le médecin lui dit « Soit vous arrêtez définitivement de boire des sodas, soit vous allez détruire toute la tuyauterie. » Et en entendant ces paroles, Julien a eu peur de se retrouver dans la même situation. Tu l'as compris, les problèmes de Julien venaient d'une consommation excessive de soda. Il savait déjà inconsciemment que ce n'était pas bon, mais il ne pouvait pas s'en passer. Et il a observé son comportement. Soda en se levant, dans la journée, le soir, en se couchant, il arrivait à une consommation de 1,5 litre par jour. Il a alors compris son addiction et l'urgence d'arrêter. Mais si on lui avait montré les 28 morceaux de sucre contenus dans 1,5 litre de soda, il aurait peut-être pris conscience plus vite des méfaits de cette boisson. En effet, il ne suffit pas de supprimer le sucre pour se libérer du sucre. Quand on dit sucre, ce n'est pas que le morceau qu'on met dans son café. Il y a beaucoup de sucres différents, comme le sucre blanc, le sucre complet, le sucre blond, le sucre roux, la cassonade, la vergeoise, le sucre glace, le sucre perlé, le sucre à confiture, le sucre inverti, le sucre en morceaux, le sucre candi. La plupart sont issus de la canne ou de la betterave à sucre. Mais ils peuvent aussi provenir d'autres végétaux comme l'agave, l'érable, le cocotier. En réalité, sucre est un terme générique. Mais il faut distinguer différents sucres. D'abord les sucres dits simples. Le glucose, c'est un sucre simple présent naturellement dans beaucoup d'aliments, mais souvent associé à d'autres sucres. Le fructose, qui est un sucre simple, également présent naturellement dans beaucoup de végétaux, en particulier dans les fruits, mais aussi dans le miel. Le saccharose, qui est le sucre de la betterave et de la canne à sucre, il est composé de glucose et de fructose. Le sirop de glucose, qui est obtenu à partir de céréales comme le blé ou le maïs. Le sirop de glucose fructose, même chose, il est issu des céréales, il contient surtout du glucose. Le lactose des produits laitiers, le dextrose, qui est une forme cristallisée du glucose, et le maltose, qui est composé de 2 molécules de glucose. On le trouve dans les céréales et dans la bière. Mais il y a aussi des sucres dits complexes. Pourquoi complexes? Parce que l'intestin doit les décomposer en sucre simple pour qu'ils soient assimilés par l'organisme. Il y a l'amidon, c'est le sucre qui vient des végétaux, en particulier des céréales, des légumes secs, des pommes de terre et des tubercules, et de quelques fruits farineux comme la banane et les châtaignes. Il y a aussi la cellulose dans les fibres. Elle n'est pas assimilable, mais très utile pour les intestins. Et il y a le glycogène, qui est un sucre d'origine animale. Il est fabriqué par notre organisme, puis stocké dans le foie pour constituer une partie des réserves énergétiques. Certains aliments se comportent comme du sucre. Ce sont les aliments qui apportent des glucides. Heureusement, car les glucides apportent de l'énergie à notre organisme, en particulier le cerveau, qui en est le premier consommateur. Mais nous verrons qu'il n'y a pas que les glucides pour apporter de l'énergie. Ils doivent représenter 40 à 55% des calories quotidiennes en fonction de l'activité physique. Mais tous les glucides ne se valent pas. Il y a les glucides complexes, dont je t'ai déjà parlé, qui fournissent de bons sucres. Ce sont les aliments riches en fibres ou en amidon qui n'ont pas été raffinés, les légumes secs, les fruits à coque, le riz complet, mais aussi les légumes, les fruits, les tubercules. Attention cependant aux pommes de terre. Et il y a les glucides simples, qui sont trop vite métabolisés et donc moins bons pour notre organisme, comme les céréales raffinées dans le pain blanc, les gâteaux, les céréales sucrées et bien sûr les sodas. Concrètement, ça veut dire quoi pour toi? Il ne faut bien sûr pas supprimer tous les sucres, mais il faut savoir lesquels supprimer ou réduire ou garder
pour avoir des bons glucides et oublier ce qui altère la santé. Mon deuxième secret est qu'il n'y a pas que les diabétiques et les obèses qui doivent supprimer le sucre. Beaucoup de personnes, comme Julien, ne se sentent pas concernées par leur consommation excessive de sucre. Laisse-moi te raconter l'expérience de la grenouille. Imagine une marmite remplie d'eau froide dans laquelle nage tranquillement une grenouille. Le feu est allumé sur la marmite, l'eau chauffe doucement, elle est bientôt tiède. La grenouille trouve ça plutôt agréable et continue à nager. La température continue à monter, l'eau est maintenant chaude. C'est un peu plus que n'apprécie la grenouille, ça la fatigue un peu, mais elle ne s'affole pas pour autant. Cette fois, l'eau est vraiment chaude, et la grenouille commence à trouver cela désagréable, mais elle s'est affaiblie. Alors elle supporte et ne fait rien. La température continue à monter jusqu'au moment où la grenouille va tout simplement finir par cuire et mourir. Si la même grenouille avait été plongée directement dans l'eau à 50 degrés, elle aurait immédiatement donné le coup de patte adéquat qui l'aurait éjectée aussitôt de la marmite. Cette parabole de la grenouille montre qu'on s'habitue à une situation. Au début, on n'a pas de symptômes, pas de maladie, pas de surpoids, et quand ça s'installe petit à petit, on s'habitue. Et quand on s'en rend compte, c'est parfois trop tard, avec le diabète, le surpoids et les autres problèmes de santé. En effet, le sucre est responsable de bien d'autres problèmes que juste le diabète et l'obésité. D'abord des pathologies graves. J'en reviens au diabète, il y a deux types de diabète. Celui de type 1, qui touche les personnes jeunes, c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que c'est les cellules qui produisent l'insuline qui ont disparu. Et il y a le diabète de type 2. La sensibilité à l'insuline est perturbée, voire l'insuline disparaît par épuisement. La consommation excessive de sucre est un facteur d'apparition. Le diabète de type 2 augmente dans les pays en même temps que la consommation de sucre. 9% de la population adulte en est atteinte et il a tendance à devenir la 7e cause de mortalité. Parmi les pathologies graves, citons aussi l'obésité. Je te reparlerai dans quelques minutes du lien entre sucre et prise de poids. Il y a aussi la stéatose hépatique. C'est une forme de cirrhose qui n'est pas due à l'alcool, mais qui est due à une accumulation chronique de graisse dans le foie, provoquant une inflammation chronique. Et un des responsables, c'est le sucre. Et enfin, le cancer. Le sucre est fortement suspecté de favoriser l'apparition ou le développement de certains cancers, en particulier colorectaux, du pancréas et du sein. Mais le sucre est aussi impliqué dans des problèmes apparemment moins graves, mais embêtants, voire précurseurs de maladies. D'abord, le surpoids. Sans parler d'obésité, on grossit quand on dérègle le tissu adipeux. Et les sucres sont responsables de ce dérèglement. Quel est le mécanisme de la prise de poids? Le sucre et le gras sont étroitement liés. Les glucides sont un carburant de l'organisme, mais le gras aussi. Les cellules sont programmées pour consommer d'abord les glucides et ensuite les matières grasses. Pourquoi les glucides en premier? C'est nécessaire pour que l'organisme contrôle son taux de sucre après les repas. Donc, si la quantité de sucre absorbée pendant le repas est importante, l'organisme aura beaucoup de travail pour consommer ces glucides, avant de pouvoir consommer le gras. Plus on consomme de glucides, plus il faudra d'insuline pour rééquilibrer la glycémie. Et comme l'insuline est aussi le régulateur du métabolisme des graisses, plus les graisses seront stockées. Prenons l'exemple avec un dessert qui contient en général du sucre et du gras. Le sucre va se retrouver dans le sang sous forme de glucose, donc faire augmenter la glycémie. D'où une sécrétion d'insuline. La graisse du gâteau se stocke dans les cellules graisseuses en attendant. Mais si on recommence un apport d'autres sucres ou de céréales raffinées quelques heures après, ou le repas suivant, le processus avec l'insuline recommence. Et la graisse ne peut plus s'extraire des cellules graisseuses. Et c'est là que la prise de poids commence ou continue. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer tous les desserts. Mais autrefois, c'était un dessert par semaine. Maintenant, c'est un dessert à la fin de chaque repas, plus éventuellement un goûter sucré, plus un petit déjeuner sucré.
C'est beaucoup trop. Donc, tu l'as compris, c'est le sucre qui est responsable de la prise de poids dans laquelle les graisses sont aussi impliquées. En résumé, une forte consommation de sucre entraîne une accumulation de graisse dans le foie et une forte production d'insuline pour compenser, et des taux d'insuline élevés favorisent le stockage des graisses. Deuxième problème dû au sucre, les caries. Le sucre est apprécié des bactéries responsables des caries. Dans la bouche, on a des bonnes et des mauvaises bactéries. Les mauvaises, qui provoquent les caries, aiment le sucre. Le troisième problème, c'est le sommeil. Avec trop de sucre, nous habituons notre organisme à puiser son énergie uniquement dans les glucides. C'est un processus qui perturbe la sécrétion de mélatonine, donc le sommeil. Quatrième problème, la peau. Le sucre crée une sorte d'inflammation des cellules qui peut être responsable du vieillissement de la peau. C'est ce qu'on appelle la glycation, c'est-à-dire qu'un excès de glucose se fixe sur les fibres de collagène et d'élastine qui soutiennent le derme et assurent la souplesse de la peau. À la longue, les fibres se rigidifient et se cassent, le derme est moins bien soutenu et les rides apparaissent. Cinquième problème, le sucre perturbe les intestins. Certains sucres fermentent dans l'intestin. Cela perturbe la flore intestinale, qu'on appelle aussi le microbiote, et cela provoque des ballonnements, des douleurs, des diarrhées ou de la constipation. Sixième problème, l'addiction. Souviens-toi de Julien. Une expérience a été menée sur des souris rendues accros à la drogue. On leur a donné le choix entre la cocaïne et de l'eau sucrée. Devine ce qu'elles ont choisi. Elles ont choisi l'eau sucrée. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Il faut être conscient de tous les problèmes que peut causer une consommation excessive de sucre. Plus on attend, plus c'est difficile. Et plus on attend, plus les dégâts sur l'organisme seront importants. Mon troisième secret, c'est qu'il faut préférer le gras au sucre. On a longtemps fait croire aux gens qu'il fallait supprimer les aliments gras et manger plus de légumes. Certes, une diminution du gras peut faire perdre du gras au début, mais pas sur le long terme. Cela fait des décennies qu'on dit aux Américains de manger moins de graisse et de calories, et il n'y a jamais eu autant d'obèses. Je connais quelqu'un qui ne veut pas manger d'avocat en entrée, car elle pense que c'est trop gras, et qui mange des salades sans sauce, mais elle ne refuse jamais un verre d'alcool ou un jus de fruits à l'apéro. Et elle se plaint régulièrement qu'elle n'arrive pas à perdre de poids. Le problème des régimes pauvres en gras, c'est qu'on croit qu'on peut manger des aliments riches en glucides. Et on l'a vu, les mauvais glucides font stocker du gras. Mais d'où vient cette fausse croyance que le gras, c'est moins bon que le sucre? La consommation de sucre mondiale a triplé en 50 ans. Pourquoi? Parce que beaucoup de produits industriels en contiennent. D'abord parce que le sucre coûte moins cher que les légumes. Par exemple, dans une sauce tomate, c'est moins cher de mettre du sucre que des bonnes tomates bien mûres. Et le sucre est un ingrédient pas cher et bien pratique, car il donne de la texture, de la couleur, du liant, et en plus, il conserve. Mais quand je dis qu'il faut préférer le gras au sucre, ça n'est pas n'importe quel gras. Les graisses sont utiles. Elles font partie intégrante de notre corps, puisqu'on les retrouve dans les membranes de nos cellules, où elles assurent leur bon fonctionnement, et elles favorisent les transmissions chimiques dans des fonctions vitales, comme par exemple les battements cardiaques. Il y a 3 types de graisses. Les graisses dites saturées, comme le beurre, la crème, les fromages gras, les charcuteries, etc. Il y a les graisses monoinsaturées. Ce sont les oméga 9 qu'on trouve dans l'huile de colza, d'olive et d'arachide. Et les graisses polyinsaturées qu'on trouve par exemple dans l'huile de tournesol, de maïs et de lin. Parmi les graisses polyinsaturées, 2 sont dites essentielles, car l'organisme ne sait pas les fabriquer et elles doivent être apportées par l'alimentation. Ce sont les oméga 3 et 6. Mais là encore avec un équilibre à respecter. Il faut un oméga 3 pour
3 oméga 6. Le problème est que notre alimentation moderne et transformée est trop riche en oméga 6 au détriment des oméga 3, à cause des huiles de tournesol et de maïs pas chères et largement utilisées dans l'industrie agroalimentaire. Donc concrètement, je te conseille de privilégier l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de coco, l'huile de lin, les poissons gras, avec une huile équilibrée en oméga 3 et 6, en évitant les graisses hydrogénées et en consommant les graisses animales en petites quantités. Et pour te rassasier, les glucides oui, mais pas n'importe lesquels, les matières grasses, mais les bonnes, les protéines, les végétaux. Tout ça pour ne pas avoir faim, avoir de l'énergie, avoir une alimentation diversifiée, riche en nutriments, et bien sûr, garder le plaisir de manger. En parlant de plaisir, voici mon 4e secret. Oui, je sais, j'avais dit 3, mais j'ai envie de te faire plaisir. Donc, mon 4e secret, c'est le cheat meal. C'est quoi cette chose bizarre? Cela veut dire, en français, repas de triche, mais avoue que c'est moins joli. Un cheat meal, c'est un repas de temps en temps pour se faire plaisir. On fait le régime pendant 80% du temps, et on peut se relâcher pendant les 20% du temps qui reste. Les résultats viennent des 80%, ça a été prouvé. Bien sûr, c'est sans obligation si on n'en éprouve pas le besoin. Pourquoi? Parce que ça évite la frustration, qui est une des principales causes d'abandon, et puis ça permet de faire face à des situations pas ordinaires, comme manger à l'extérieur par exemple. Bien sûr, il ne faut pas en abuser, et il est important de se rattraper ensuite sur les repas suivants, en retrouvant les bonnes habitudes. Concrètement, ça veut dire quoi pour toi? Eh bien que si tu pratiques le cheat meal, les résultats seront plus lents qu'avec un 100%, mais ne seront pas compromis avec un 80%. Et c'est un excellent moyen d'allier le plaisir avec les résultats. Est-ce que tu t'es senti concerné par ce que je viens de dire? T'es-tu reconnu dans l'histoire de Julien ou de la grenouille? As-tu une pathologie parmi celles que j'ai citées? Alors, n'hésite pas à jeter un coup d'œil à mon programme Stop Sucre. À bientôt!